La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le 17 avril dernier, j'ai eu l'occasion de participer à la table ronde « Quand peut-on parler de pâtisserie durable ?» dans le cadre du Festival du Tour des Terroirs. Autour de la table, il y avait Marion Tilou, la créatrice d'Honorez-vous Guide, avec qui j'avais déjà enregistré un épisode de Papilles, Hugo Lallemand, le cofondateur du restaurant Claire et Hugo à Sainte-Savine, Claire Artaud, la chef pâtissière de la table 48 degrés Nord à Breitenbach, Anne Gerbeau, une chef pâtissière consultante à Nantes et qui réalisait un dessert en live pour l'occasion, Noémie Meyer-Ferret du domaine Sainte-Joie et Christian de Biol qui animait la table ronde. De cette table ronde, j'en ai fait un épisode. Alors au menu, comment définir la pâtisserie durable, ce qu'on ne peut plus faire en pâtisserie aujourd'hui, ce qu'elles et eux font au quotidien, et enfin les alternatives aux ingrédients dont les empreintes carbone sont plus importantes. Bonne écoute! Je m'adresse à vous tous les trois. Selon vous, comment est-ce que, pour commencer, vous définiriez justement une pâtisserie durable ? Quels sont un petit peu les grands éléments qui font qu'on peut juger d'une pâtisserie durable ? Bon, je me jette à l'eau. Bonjour tout le monde. Pour moi, ça paraît simple, mais une pâtisserie durable, c'est donc une pâtisserie qui va essayer de minimiser son impact environnemental sur donc, la planète. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va prendre en compte le processus, toute la procédure de fabrication, donc aussi bien la fabrication des matières premières que la mise en œuvre dans les labos, que la vente, les déchets, etc. Et surtout, pour moi, ce qui est important, c'est qu'aussi, quand on parle de durabilité, c'est qu'on en parle aussi, que ce soit un vrai message qui soit donné par le pâtissier. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que tout simplement, déjà consommer local et de saison, je trouve que c'est déjà énorme. Et après, oui, il ne faut pas oublier tout ce qui est matériaux qu'on utilise pour confectionner le dessert ou la pâtisserie, plus les déchets qui font en fait la boucle de, je pense, la durabilité et l'écologie. Et voilà. Pour moi, si on a une vision la plus globale possible, c'est toute la responsabilité sociétale des entreprises en fait, qui est concernée, donc la partie environnement, matières premières, mais aussi les salariés qui travaillent avec nous pour qu'ils puissent être dans de bonnes conditions et que ça soit, quand ça arrive aux clients, être vendu à un prix juste. Donc c'est arriver à mettre tout ça aussi dans ce panier de la pâtisserie durable. Et si on rebondit un petit peu là-dessus, par rapport à tout ça, plutôt quelles sont en fait les choses qu'on peut vraiment plus faire aujourd'hui en pâtisserie ? Quelles sont vraiment les choses qui paraissent absurdes ? Alors je pense déjà, par exemple les fruits rouges au mois de décembre, je pense qu'on peut éviter, sauf si... voilà, c'est des fruits rouges, imaginons qu'on a conservé nous et qu'on les réutilise. Voilà, il y a un sens qui... Mais voilà, ça déjà pour moi, je pense que c'est déjà pas mal. En tout cas, comme exemple concret, c'est celui-là. Je pense aussi qu'on va vers une tendance de gamme qui vont se simplifier. Et je pense que c'est un peu aussi un non-sens écologique que de voir des étals de pâtisserie où il y aurait encore à 18h, alors que ça ferme peu de temps après, encore 10 sortes de gâteaux en 10 exemplaires. Soit ça... Il y a trop de complexité, de toute façon, de gestion de stock et ce genre de choses. Et forcément, derrière, soit c'est pas forcément artisanal, soit ça va repasser le lendemain, donc en termes de fraîcheur, ce sera peut-être moins bien. Et donc ça passe aussi par l'acceptation des
consommateur que d'avoir moins de choix et d'accepter que, en fin de journée, c'est plutôt bon signe s'il reste 3 gâteaux dans la vitrine, quoi. Il y a le choix des pâtisseries et puis au niveau du comportement client, d'arriver à faire accepter d'abord des prix différents, parce que les prix ont été massacrés pendant des années pour se coller à la grande distribution et vraiment arriver à sortir de tout ça et à ce que le consommateur prenne conscience de quel est le prix juste pour un croissant, pour une baguette. Et là, on est très loin de la réalité dans 95% des boulangeries. C'est quoi le prix juste d'une baguette ? Alors, je veux parler pour ce que je connais en tout cas de chez moi. Nous, dans notre boulangerie, aujourd'hui, une baguette, ça coûte 2,20 €. Un croissant, ça coûte 2 €. À ce prix-là, mes collaborateurs sont rémunérés de façon juste. Les filles à la vente ont le sourire. On peut mettre des matières premières de qualité. Évidemment, tout est labellisé en bio, ce qui est pour nous le minimum. Mais dans la conscience du client, ça, c'est quand même un très gros boulot à accomplir, mais qui est important. Et chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans vos pâtisseries, dans vos habitudes de consommation, pour aller justement dans ce sens-là de pâtisserie plus durable ? Si on veut avoir un petit peu des exemples de manière un peu plus concrète. Alors, moi, je suis pas pâtissière, j'ai pas de commerce. En revanche, moi, j'emmène les gens déguster des pâtisseries dans des parcours de dégustation. Et en fait, le travail... Alors, je rabâche beaucoup auprès de mes clients, mais je leur explique effectivement... de quelle manière, moi, j'ai changé mon comportement aussi. Je rebondis totalement sur ce que tu dis, Claire. Je passe mon temps à dire aux gens d'arrêter de vouloir des fraises quand c'est pas la saison, parce qu'en fait, on perd tout le plaisir de retrouver la fraise quand c'est une période assez courte et où elle est au summum de son goût. Mais qu'effectivement, on a été mal habitués à avoir tout le temps, hyper rapidement dans la grande distribution. Donc j'essaye de vraiment les sensibiliser là-dessus, et aussi vraiment sur le concept de vitrine peu remplie, vitrine simple, simplicité, et aussi en les amenant dans des commerces, leur montrer que, en fait, d'aller chez un artisan, ils vont faire des rencontres, ils vont comprendre aussi comment c'est fabriqué, et sortir un petit peu du côté immédiateté de j'ai envie d'un cookie, alors je me fais livrer, ce qui est aussi n'a pas vraiment de sens dans la mesure où je pense qu'on a un maillage de commerce qui est quand même assez conséquent en France. Donc pour aussi dire, marchez, prenez vos pieds et allez d'une boutique à l'autre, quoi. Je rajoute juste qu'il faut aussi, avec tout ça, pas oublier les déchets qui sont très très importants. Je prends l'exemple pour moi, au restaurant où je travaille, on a en fait 4 poubelles différentes et on est vraiment très précis là-dessus. On a un potager énorme de à peu près 1000 mètres carrés. On fait du compost, on a aussi du biodéchet, donc ça c'est tout ce qui va être renouvelable. On a donc du coup carton, plastique comme un peu partout, tout déchet, et c'est vraiment important de faire attention à ces petites choses. Mais nous on est une entreprise, mais je pense que déjà chacun chez soi, si on fait un petit effort, je pense que ça engage déjà pas seulement la pâtisserie qui peut être durable, mais d'autres choses. Dans les petites choses qu'on a mis en place dans l'entreprise, nous, il y a le fait que chaque collaborateur participe au jardin, justement. Donc, on a aussi dans le restaurant et la boulangerie un jardin, et j'essaye de faire participer les boulangers, les pâtissiers, les vendeuses, tout le monde dans ces 35 heures chaque semaine a une partie dans le jardin. Parce qu'il y a la partie clientèle qui doit peut-être changer de mode de consommation, mais la partie qui est en production et en vente aussi, parce qu'on est très loin de ce qu'on nous apprend aujourd'hui dans les CFA ou dans les écoles, et d'arriver à faire prendre conscience de l'effort nécessaire pour obtenir quelque chose. Et on était assez étonnés, nous, de la façon qu'avaient les cuisiniers qui bossent pour nous, par exemple, d'être très exigeants avec les fournisseurs, mais d'avoir aucune espèce d'idée du temps que ça prend pour obtenir quelque chose, un agrume qui soit parfait, qui soit bon, qui soit beau, des quantités de litres d'eau qu'il faut. Donc en les faisant participer aujourd'hui, on arrive à toucher un peu plus du doigt ces choses-là.
Aujourd'hui, on parle beaucoup, donc il faut effectivement manger bio, local, de saison, etc. Il y a tout un autre pan qu'il va falloir prendre en compte de plus en plus ces prochaines années. C'est aussi toute l'empreinte carbone de chaque dessert, chaque pâtisserie, etc. Pour vous, c'est quoi aussi toutes les limites auxquelles on se heurte encore aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses qui restent encore à faire en pâtisserie et dans plein d'autres secteurs. Mais quelles sont pour vous les limites aujourd'hui pour parler de pâtisserie durable, pour aller encore plus loin dans cette vision-là? On respecte l'ordre. On répond toujours dans le même sens. Alors je pense qu'il y a un point qui est un peu compliqué pour la pâtisserie de boutique, c'est quand même le packaging. Je pense qu'il y a peut-être des solutions à trouver avec des packagings recyclés, recyclables, etc. Mais c'est quand même compliqué de sortir d'une pâtisserie avec son gâteau dans les mains. Il faut qu'il soit transportable, il faut qu'il arrive en bon état, et c'est super fragile généralement. Donc ouais, là j'ai pas de solution immédiate pour ça, par exemple. Du point de vue du consommateur, je pense qu'il y a quand même un truc à essayer de changer. Après, du point de vue de la production, je laisse les pros. Je pense qu'il y a un tout petit effort à faire aux consommateurs. Donc du coup, si on prend l'exemple de la pâtisserie à emporter, je pense, moi je suis dans un restaurant, mais j'imagine, ou je ne sais pas si j'ai tort ou pas, mais si par exemple on donne la pâtisserie dans un bocal en verre et on demande en contrepartie qu'on nous le rende, il faut du coup que le consommateur joue le jeu et nous le rende. Enfin voilà, je pense que c'est comme demander au consommateur de faire attention à ne pas avoir de fraises dans son gâteau. Je pense qu'il faut jouer le jeu entre producteurs, artisans et consommateurs. Alors, on avait par exemple, nous, ce matin, un établissement qui vendait des boissons et qui proposait que vous ne payiez 50 centimes de moins si vous ameniez votre propre contenant. On pourrait imaginer que l'on vienne avec son contenant, son petit tupperware pour ne pas le citer, ou quelque chose de plus joli éventuellement, il y a peut-être à faire d'ailleurs, pour mettre sa pâtisserie dedans, et on pourrait imaginer peut-être pour déclencher un geste de ce type-là et qui pourrait être gagnant-gagnant. Sur la partie boulangerie, c'est quelque chose qui paraît assez évident pour beaucoup de clients. Enfin, nous, quand on a ouvert, on a distribué à tous nos clients des tote bags, des pochons de conservation, des sacs, enfin tout ce qui va bien. Donc ça, on a quand même beaucoup de gens sur la partie boulangerie qui utilisent ces sacs. Sur la partie pâtisserie, effectivement, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc j'ai quelques clientes qui sont habituées à venir avec des tupperwares, mais qui font la même chose chez le boucher ou chez le fromager. Tant qu'elles ne mélangent pas les boîtes, ça va. mais en pâtisserie, effectivement, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors peut-être juste un petit zoom sur le travail de Anne, qui est ici au fourneau aujourd'hui. Alors Anne, qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous préparez? Alors, pour faire un dessert autour de l'agrumes, j'ai fait le travail sur l'orange, je l'ai fait en marmelade et aussi en vinaigrette avec le citron meilleur, qui est beaucoup plus doux c'est une variété de citron qui est beaucoup plus doux. Et pour le pamplemousse, je l'ai confit et je vais le mettre aussi en frais, ainsi que kumquat, limquat, citron caviar. Je vais faire une chantilly mélisse avec, donc ça rapporte vraiment de la fraîcheur. Et petite meringue juste à côté pour emmener un petit peu de gourmandise pour le dessert. Alors là, quelle action vous avez fait? Je vous ai vu patiemment préparer... Oui, parce qu'en fait, là, j'ai fait des suprêmes avec les différentes variétés de pamplemousse. Et j'ai gardé le jus, en fait, pour vraiment tout conserver. Et tout ce qui est, en fait, là, par exemple, j'ai pu... tout ce qui est les zestes et tout ça, je peux l'utiliser, par exemple, pour faire un vinaigre pour nettoyer à la maison. Là, je l'ai mis pour le compost du festival, mais souvent, je le garde pour faire justement un vinaigre. Parce qu'en fait, l'agrume, on peut tout garder. Et voilà. Alors, on vous signale au passage que sur le festival, nous avons un système de collecte avec les petits bacs en plastique qui sont juste ici. Alors, ils sont en plastique, mais ils nous permettent de collecter tous les éléments et ça va directement dans le système de compost qui se trouve de l'autre côté et il est traité dans la journée. Donc là, on a parlé tout le packaging qui est effectivement un des enjeux. Il y en a plein d'autres. Il y en a un que j'identifie pas mal, c'est celui d'utiliser en fait beaucoup d'ingrédients qui aujourd'hui sont communs dans l'esprit des consommateurs, le chocolat, la vanille, etc. Même tout ce qui va être les produits laitiers, mais qui en fait sont
pas difficilement remplaçables, mais très ancrés dans les esprits des gens et qui pourtant ont une empreinte carbone qui est quand même assez importante. Comment est-ce que on peut faire en fait à la fois pour changer l'esprit des consommateurs à ce niveau-là en se disant qu'il n'y a pas de dessert au chocolat et c'est pas grave, et en même temps trouver des alternatives aussi un petit peu dans les ingrédients qu'on peut avoir en France, en local, etc. Bon, j'avoue qu'un monde sans chocolat serait beaucoup plus dur à vivre quand même. Et c'est compliqué de faire pousser du chocolat cacaotier, c'est dur. Ouais, c'est pas simple. Donc peut-être qu'un jour il va falloir qu'on fasse plus attention. Donc sur le chocolat, il y a des alternatives qui sont connues, mais qui reproduisent pas forcément exactement la même chose, comme la caroube. Pour la vanille, dans le livre, on a utilisé pour le fraisier, plutôt que de mettre de la vanille, on a utilisé du mélilo. Donc il y a une herbe fourragère qui va avoir des arômes en fait de vanille. Donc il y a quelques alternatives. Après peut-être que si une grande partie de l'agroalimentaire, l'industrie arrêtait d'utiliser notre chocolat qu'on voudrait utiliser pour faire des bons gâteaux, ce serait pas mal. S'il y a d'autres alternatives, je ne les connais pas. Alors à mon plus grand regret, dans le restaurant où je travaille, 100% local. Pas de vanille, pas de chocolat, à l'exception juste du café et du thé, donc qui est dans l'habitude des Français. Et donc on a choisi cette exception-là. Mais nous, alors en pâtisserie, pour remplacer le chocolat, la vanille, on n'a pas encore trouvé, ou pas tout à fait. On conserve les miches de pain. On les fait très très torréfier. C'est souvent du pain de seigle, très très torréfié, légèrement gonflé dans du lait, et ensuite mixé, et ça donne vraiment une texture de pâte, pas tout à fait chocolat parce que c'est pas aussi dur, mais vraiment un arôme de torréfaction, et c'est vraiment intéressant. Et en même temps, ça limite les déchets et ça donne un côté un petit peu plus puissant, un petit peu amer. Voilà. Il y a du chocolat dans vos croissants ? Il y a du chocolat dans les pains au chocolat. Ou chocolatine. Sur la partie restaurant, ça me paraît plus évident quand même d'orienter les clients sur un autre dessert, parce qu'une fois qu'ils sont installés, ils sont quand même plus ouverts à des découvertes. Dans la pâtisserie de boutique, c'est un peu plus compliqué. Nous, pour parer un petit peu à ça, on a décidé de faire une pâtisserie du moment. Donc en vitrine, il y a une seule pâtisserie qui dure 15 jours, 3 semaines, ce qui est un cœur de saison. Et le fait d'avoir une seule pâtisserie, on arrive quand même à les orienter sur les goûts dont on a envie. Et du coup, vous limitez au maximum tout ce qui va être vanille, chocolat, etc. ou... On fait au maximum avec le jardin. Et puis, si vraiment on est entre les saisons, il y a quand même des parties de l'année qui sont beaucoup plus compliquées que d'autres, comme en cuisine. Donc là, après, on s'oriente sur toujours le chocolat, mais ce serait possible de le supprimer, je pense. Je rebondis sur ce que tu dis, Hugo, c'est que je pense qu'aussi dans les restaurants, les gens sont plus ouverts quand même à être un peu perturbés, à sortir de leurs habitudes, alors qu'en boutique, je m'adresse aux personnes qui sont là, si on arrive et qu'il n'y a aucune spécialité au chocolat, ou qu'il n'y a pas de pain au chocolat ou à la vanille, donc il y a peut-être une partie d'éducation aussi qui est faite déjà par les restaurateurs. Je pense à Victor Mercier avec son restaurant Fief, où du coup il n'y a pas de café, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de vanille, il y a de la chicorée pour remplacer le café. Je crois que c'est Florent Laden aussi près de Lille qui a cette démarche-là. Peut-être que ça va permettre d'apporter dans les boutiques une acceptation en fait des consommateurs, parce que peut-être qu'on n'aura pas le choix, quoi. Effectivement. Et Claire, par rapport à ton expérience, quel est un petit peu le retour, tu vois, sur tout ça, le fait de pas du tout utiliser tout ce type d'ingrédients? Est-ce que déjà ça a été compliqué pour toi côté pâtisserie? Est-ce qu'il y a eu des retours clients sur le fait qu'il n'y ait rien au chocolat, vanille, etc. Alors moi, j'adore travailler le chocolat en tant que matière. Je trouve ça vraiment incroyable, mais vraiment juste la matière, j'adore. Après, chez nous, hôtel, restaurant, 100% local, même le bois des chambres est local. Donc on est frontière Vosges, donc tout le bois vient une partie des Vosges, etc. Et les gens, en fait, ils viennent chez nous, ils savent qu'ils auront du shampoing qui est fait de la région. Ils savent que quand ils vont avoir une crème à quelque chose, la crème, elle aura le goût de la crème
Donc ils ne vont pas être habitués à sentir un léger goût de vache, un léger goût de ferme. Et donc c'est même sur les ingrédients-là où il y a le plus de réflexion. Et justement, comme on disait, au restaurant, ils ont l'habitude d'être un peu bousculés. J'ai pas eu trop de soucis. Après, quand il y a des desserts avec des légumes un petit peu pas communs, les gens, voilà, c'est compliqué. Mais soit ils aiment pas. Et justement, je trouve que la réflexion que les clients ont est beaucoup plus intéressante, même pour moi, en tant que retour de dessert, quoi. Parce que, en effet, nous, entre saisons, là, l'hiver se finit et le printemps a déjà commencé. La fin de l'hiver était compliquée, mais voilà, on a supprimé la carotte maintenant. Et plutôt sur la partie du coup calcul d'empreinte carbone, est-ce que vous pensez chacun que c'est quelque chose qui effectivement serait jouable en fait de calculer l'empreinte carbone de chacun de vos desserts, qui peut aussi peut-être inciter en fait certains consommateurs à se dire tel restaurateur ou tel pâtissier en fait fait effectivement les choses dans ce sens-là, autant qu'il soit récompensé parce que peut-être qu'aujourd'hui on s'en rend moins compte. Est-ce que, en tout cas, c'est quelque chose qui vous semble possible à plusieurs niveaux, à la fois niveau de façon très pratique. Est-ce qu'on peut calculer aujourd'hui? Est-ce qu'on a assez de données pour le faire? Et est-ce que c'est quelque chose qui vous semble bénéfique? C'est pas simple parce que la pâtisserie, c'est un produit plaisir et ça fait partie des rares produits que le consommateur achète sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Il y a rarement une étiquette sur le gâteau. Des fois, heureusement. Et le client se pose rarement la question de savoir ce qu'il y a dedans. En un, il faut du plaisir, que ça soit beau, que ça soit bon. Et ça vient en second plan. Alors, ça changera petit à petit. Mais c'est vrai que sur la partie restaurant, c'est bien plus en avance que sur la partie pâtisserie aujourd'hui. Le truc, c'est qu'il y a une vraie tendance sur la pâtisserie avec les réseaux sociaux, c'est le visuel, quoi. Le visuel avant tout. Et il y a des... Je ne vais pas citer de nom, mais on sait tous de qui on parle. Des choses où le visuel est vraiment là. Et puis derrière, il ne faudrait pas essayer, effectivement, comme tu dis, de la feuille d'or, des choses comme ça. Et ça devient complètement un non-sens, mais parce qu'on est dans cette un peu tendance du tape à l'œil, à celui qui fera la pâtisserie la plus impressionnante. Donc ça va vraiment pas forcément dans le bon sens. Il y a une autre problématique dans tout le côté durabilité que je trouve, c'est tout le côté énergie. On utilise quand même beaucoup de machines très énergivores, des frigos, des fours, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on peut difficilement se passer, notamment pour être dans cette course à l'innovation qui est un petit peu présente en arrière-plan. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui peut aussi changer sans pour autant se dire qu'on va arrêter de faire des desserts plus élaborés, etc. Est-ce que réduire, par exemple, la consommation d'énergie telle qu'elle dans les labos, ça voudrait dire aller vers des pâtisseries qui sont moins novatrices? Alors, je prends la parole. Je pense personnellement que ça peut être compliqué dans le sens où on a absolument besoin des fours. Je pense, sinon c'est une salade de fruits, je pense. Après, c'est très bon, je dis pas, mais après, on peut conserver les fruits dans le sirop, mais c'est toujours pareil, on n'a pas toutes les énergies que les fruits crus nous apportent. Donc, je pense que ça peut être compliqué, mais après, en évitant la surconsommation, donc d'acheter tout en gros, de surgeler, je pense que d'acheter petit à petit en fonction des saisons et en fonction de ce que le producteur nous offre, je pense que déjà, ça peut limiter quelques petites choses. Ça, et la partie utilisation de tout un produit, parce qu'on c'est quand même en pâtisserie ou en cuisine, on est quand même les champions pour utiliser que le segment de l'orange et puis bazarder tout le reste. Ça vient quand même. Je prends un exemple peut-être dans votre domaine. Vous parliez du pain tout à l'heure. On va citer par exemple la grande distribution. Certaines enseignes se vantent de dire du pain chaud à toute heure. Est-ce que, par exemple, c'est bon pour la planète? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, on produit de telle heure à telle heure et on n'a pas des fours qui tournent toute la journée, par exemple? Alors, chez nous, en tout cas, ça fait 4 ans que ça marche comme ça, depuis qu'on a ouvert. Donc, la boulangerie est ouverte uniquement le matin. Et à 8h, nous, les cuissons sont terminées. Et si à 9h, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de pain. C'est pas un problème. Et il y a peut-être un an et demi, le boulanger pouvait se dire, oui, l'empreinte carbone. Là, aujourd'hui, il a l'empreinte Engie EDF,
qui là lui parle, je pense. Mais ça aura du bon. Aujourd'hui, c'est un peu dur, mais ça aura du bon. Les boulangers ont quand même compris que c'était peut-être plus intéressant de faire un gros pain que 15 baguettes. Là, il râle un peu, mais après, ça sera bien. Est-ce que vous avez d'ailleurs des conseils très directs, d'abord pour vos collègues restaurateurs et restauratrices, justement à appliquer au quotidien tous les autres pâtissiers, les autres pâtissières, pour aller vers plus de durabilité, pour tendre encore, aller encore plus loin dans cette démarche que vous faites potentiellement déjà et que malheureusement trop peu font encore? Ce dont on parlait tout à l'heure, réduire la gamme, beaucoup. Réduire fortement la gamme, rationaliser du coup, et réviser les prix pour que ça soit quelque chose de juste. Il n'y a aucun intérêt à ce que les boulangeries, les pâtisseries fassent des prix au ras des pâquerettes et que personne ne soit payé derrière. Enfin, ça n'a pas de sens, je pense. Moi, je pense toujours, là en ce moment encore plus, mais se rapprocher des fournisseurs, producteurs de matières premières. En pâtisserie, on a des vergers qui sont, des gens qui ont ces vergers-là et qui sont d'une gentillesse pas possible. Il y a plein de choses à faire avec ces gens-là qui vont nous donner en échange. Et je pense que ça fait déjà pas mal. Et après, à consommer local, bio, de préférence, et puis les déchets. Je pense vraiment les déchets, quand on voit sur la route ce qui traîne, je pense juste déjà chacun chez soi, acheter une poubelle dans une petite enseigne où ça coûte pas très cher, rajouter un sac et faire juste attention au compost, donner à un fermier qui en veut, parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il faut juste regarder un peu autour de soi ce qui se présente, les gens qui veulent quelque chose et leur donner sans contrepartie financière ou autre. Je pense qu'avec le cœur, c'est bon. Je parlais tout à l'heure du pain tous les jours à toute heure, mais on a aussi habitué les Français à avoir du pain frais tous les jours. Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir du bon pain pour la semaine que du pain frais? C'est un petit peu aussi, vous parlez des gros pains tout à l'heure. Oui. C'est excellent, une tranche de pain, elle peut avoir 3 jours, il n'y a aucun problème. Oui. Pour moi ça paraît évident, mais les clients achètent de plus en plus chez moi, en tout cas des gros pains qui leur font la semaine. D'abord, ça nous pousse à faire des pains qui se conservent, donc avec des modes de préfermentation plus intéressantes, un peu mieux cuits, qui se digèrent mieux, qui ont un apport nutritionnel plus intéressant selon les pains qu'on fait. Et puis ça permet aussi de ne pas avoir une boutique qui est ouverte de 6h à 20h non-stop, 7 jours sur 7, parce que ça, c'est plus possible. C'est des métiers où c'est quand même très compliqué de recruter. Il n'y a pas que cela, mais chez nous, c'est très compliqué. Donc il faut quand même arriver à trouver quelque chose qui fasse que ça soit vivable pour les salariés. Donc c'est pour ça que nous, on a décidé, par exemple, d'être ouvert uniquement 4 jours par semaine, 4 matinées par semaine. Et ça se passe bien, c'est possible. Est-ce que la distribution automatique pourrait être une solution? Certains y passent. Alors, oui, peut-être. Enfin, moi, dans l'esprit, pour l'instant, j'ai un peu de mal, mais j'aime bien qu'il y ait un contact. Mais peut-être un jour. Pas pour vous, en tout cas. Non. En fait, ce que tu dis, Hugo, moi, ça me fait... Quand j'y réfléchis, je me dis qu'on est en train de redire des choses qui sont finalement évidentes et que faisaient les générations avant nous, d'acheter du pain en grande quantité, un grand pain qu'on mangeait sur plusieurs jours. Donc on est passé là par une espèce d'étape avec la grande distribution qui nous a jeté des tas de produits comme ça, hyper vite, qu'on pouvait avoir tout le temps. Oui, mais il faut y aller tous les jours. Ouais, voilà. Il faut y aller tous les jours, c'est ça l'idée. Et alors pour le coup, les distributeurs, moi je trouve c'est dramatique pour la vie des villages, etc. C'est bien. Moi je vis dans un village en région parisienne, on est 1500, on n'a pas de boulangerie. Et en fait c'est vraiment dramatique parce que c'est la vie d'un village. Donc même si c'est ouvert que 4 fois par semaine, 4 matinées, au moins comme ça on discute, on comprend. On est prêt aussi à mettre plus cher. Moi je suis tout à fait alignée avec vous sur le prix d'un croissant.
C'est pas 1 euro et une baguette, c'est pas 50 centimes en fait, si on veut que tout le monde se respecte un petit peu dans cette histoire, quoi. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faudrait revenir il y a quelques années et juste se dire c'est quoi le bon sens, quoi. Effectivement. Et peut-être une dernière question pour conclure toute cette table ronde. Au vu des enjeux actuels, à quoi est-ce que vous aimeriez, chacun d'entre vous, que ressemble la pâtisserie de demain ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour aller encore plus loin ? Enfin, en tout cas, vous, qu'est-ce que vous aimeriez que ce soit ? Du chocolat partout, des colorants. Non, je sais pas, pour moi, des gâteaux, genre 3 gâteaux dans une pâtisserie, mais qui changent régulièrement et qui me font découvrir... je suis sûre que ce que tu racontais sur le pain qui peut se rapprocher du chocolat, etc., ça m'intrigue beaucoup et j'aimerais beaucoup goûter ce genre de choses. Donc, du changement... et parce que je pense aussi que dans les équipes, ça doit aussi stimuler un peu l'envie de travailler que de faire des nouvelles choses, parce que faire tout pendant 20 ans, faire des Saint-Honoré ou des Paris-Brest tout le temps les mêmes, à un moment c'est aussi ça qui fait que les gens sont bons. Donc du renouveau, mais sur une gamme courte, quoi. Ce serait cool. Je pense que la pâtisserie française, faut pas l'oublier, parce que c'est vrai que c'est quand même super, et c'est pour ça qu'on fait le métier là, je pense. Mais je pense que tout doit être consommé avec modération. Ça veut dire que si vous avez mangé votre dernière fraise fin août, vous allez être tellement heureux d'en avoir au mois de mai, même s'il faut attendre juin. Je pense que rien que l'adrénaline d'avoir ça, et justement, si on attend, et si tous les professionnels attendent ce mois pour avoir de la fraise ou un autre produit de saison, ça va amener encore les consommateurs à venir à telle période chez vous parce que vous avez utilisé ce produit-là à tel moment. Et je pense qu'il faut juste ne pas oublier le côté humain et le côté plaisir, mais en réfléchissant un petit peu à comment fonctionne la nature et comment fonctionne notre corps, l'écouter, voilà quoi. L'idéal pour moi serait de stopper la course à la technique la plus parfaite et au millimétrisme en pâtisserie, et de revenir un petit peu à l'essentiel, à des goûts purs, profonds, qui font la gourmandise. Ça tombe bien, on est gourmand aujourd'hui et on va se retourner dans quelques instants vers Anne qui est en train de dresser ses assiettes. Mais auparavant, j'ai Noémie qui est avec nous. Noémie, les agrumes sont au rendez-vous. Alors, l'accord mets et vin avec ces agrumes. Oui, alors on a présenté aujourd'hui un pinot gris, vendange tardive. Donc vendange tardive, ça veut dire que les raisins sont récoltés bien après la date des vendanges. Donc les raisins on fait plaisir à notre Alsacienne, c'est ça ? Tout à fait, on en a discuté, on vient toutes les deux du même secteur. Donc, les raisins sont récoltés beaucoup plus tard que sur un autre type de vin. Ils sont botrytisés, et le botrytis, la pourriture noble, va concentrer les saveurs des raisins et va apporter beaucoup plus de sucre dans le vin. Donc, sur ce vin, on est sur un accord d'harmonie. Il a une acidité qui fait qu'il n'est pas du tout lourd en bouche. Et sur le dessert d'Anne, on a tout de suite imaginé l'accord avec ce vin. Alors, quel est ce domaine ? C'est Sainte-Joie. Donc, on est présent sur ce salon. Vous pouvez venir déguster nos vins avec grand plaisir. C'est un nouveau domaine. On existe depuis janvier. On est viticulteur depuis la génération de la grand-mère de mon mari. On a perdu l'outil de vinification, donc on a mis du temps à venir, et puis Sainte-Joie. Donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous faire déguster ce vin avec le dessert d'Anne. Parfait, merci à vous. Je vous laisse œuvrer bien évidemment, et puis on va se retourner donc vers Anne. Alors Anne, c'est le dressage ici. Regardez, il y a une batterie de caméras, d'appareils photo qui vous surveillent. Vous avez la pression. Qu'est-ce que vous faites avec ces agrumes ? Du coup, comme je vous ai expliqué plus tôt, je voulais vraiment travailler l'agrume à fond et aussi éviter tout gâchis en fait. Donc à chaque fois, j'utilise le jus, la chair, le zeste, que ce soit pour le pamplemousse, l'orange, le kumquat. Vraiment essayer d'éviter tout gâchis. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est parfait dans
La fibre, en fait, elle est parfaite aussi pour faire les sorbets et pour éviter justement tout rajout de substituts industriels pour faire les glaces. Donc du coup, je jette vraiment rien à chaque fois quand je fais un dessert aux agrumes ou quand j'utilise les agrumes. Parfait. Écoutez, on va pouvoir passer à la dégustation dans quelques instants. Vous pouvez nous présenter simplement les agrumes que vous avez utilisés ? Oui, bien sûr. Alors au fond, on a donc la marmelade orange, tous les agrumes sont de la grise. On a la marmelade d'orange, ensuite on a les confits de pamplemousse, les kumquats qui sont juste ici, qu'il faut différencier avec, je ne sais plus si, la limquat. J'ai rajouté du citron caviar et dans la vinaigrette que je vais rajouter dans l'assiette, c'est du citron meilleur. Alors par rapport à un citron traditionnel, le citron meilleur, c'est beaucoup plus doux en bouche. Le jus de citron meilleur, on peut vraiment le goûter comme ça par rapport à la variété du citron jaune qu'on connaît. Le citron meilleur, on peut vraiment avoir boire du jus de citron comme ça, même sans eau, quoi que ce soit, c'est super bon. Bien, et donc il nous manque la petite vinaigrette, c'est ça ? Exactement. Et je vois que vous avez préparé des meringues aussi. Oui, c'est vrai que je n'en avais pas parlé, j'ai rajouté une meringue derrière. On parle de pâtisserie durable. Je m'adresse par exemple à Claire. On jette rien, on essaie de rien jeter. Là, la meringue, c'est parfait avec la boisson, par exemple, la boisson chaude. On n'a pas perdu ses blancs, par exemple. Oui, et alors ce que je faisais avant, mais en limitant un peu le sucre, j'ai arrêté. En fait, si vous faites cuire les meringues et sécher, vous pouvez faire une poudre et ensuite les mettre dans des glaces, par exemple, pour éviter d'ajouter un sucre lambda, quoi. Ça permet de... Enfin voilà, faut faire attention au dosage, parce que la meringue, c'est quand même le double de sucre. Mais enfin voilà, je l'ai déjà fait, mais il faut juste faire attention. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'Henri Guittet. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!